Hello, hello. Bonjour les amis. Bonjour les codeurs, bonjour les codeuses. J'espère que vous allez bien. Regardez voir ce que je vous prépare aujourd'hui. Nous continuons la série de l'interface graphique pour lister des infos. Le but de cette série de vidéos 10, c'est de vous donner plusieurs façons, plusieurs choix pour lister des informations sur une application mobile. On a déjà vu dans une vidéo précédente que j'appelle VM10A, ce que vous voyez sur le slide, comment remplir une combo, donc avec du simple texte. On a vu précédemment dans la vidéo WM10B comment on fait lister les informations sur plusieurs colonnes avec la notion de table. Je vous laisse regarder ces deux vidéos petit A, petit b. Aujourd'hui, je vous rajoute encore une troisième solution qui va vous plaire. Elle est super sympa. On appelle ça donc le champ zone multiline. Alors, qu'est-ce que c'est que l'affichage par une zone multiline? Alors, utiliser une zone multiline, c'est vouloir lister des infos sur des lignes, mais avec un look un peu iOS. Alors, si vous avez déjà un iPhone ou vous avez déjà regardé le look, alors attention, quand je dis look façon iOS, ça ne veut pas dire que l'application va être forcément iOS. L'application peut être Android, mais on a copié le look qu'on trouve un peu sur l'iPhone. Alors, vous avez ce qu'on appelle les zones multilignes, que je vais appeler à partir de maintenant ZML. Si vous voulez faire par exemple un menu avec 3-4 options, mais avec une petite image, un petit texte stylé, etc., mais ça bougera jamais, ça sera toujours 3 lignes, on dira que c'est une zone multiligne ZML statique. Si par contre, vous voulez lister dans votre zone multiligne plusieurs lignes et qu'on ne sait pas à l'avance combien on aura, si vous, je pense que vous utilisez comme moi WhatsApp, quand on regarde un petit peu tous nos contacts avec lesquels on échange des vidéos, du texte, on ne sait jamais à l'avance combien il y aura de membres ou des gens avec lesquels je mets contact. Donc on appelle ça une zone multiligne dynamique et avec un look WhatsApp. Vous allez voir avec Windev Mobile, on fait ça très simplement. Donc si vous êtes prêts, allons-y, mettez-vous ceinture, on démarre. Je lance donc Windev. Donc je rappelle toujours que Windev Mobile 26 Express est utilisé exprès ici pour ceux qui n'ont pas acheté la version payante, mais ça marche avec la version payante. Sur cet écran d'aide d'accueil, je clique en bas à droite sur Tester immédiatement. Je fais donc créer un projet. Je choisis une application Android ou iOS. Je lui dis Android uniquement, mais ça marchera aussi sur iOS ou les deux. Suivant. Oui, je crée un projet vierge. Je génère une application pour le téléphone, mais elle marchera pour les tablettes. Regardez une de mes vidéos qui vous montre comment faire pour les deux. J'appelle mon projet Windev, je l'appelle VM10, petit c, underscore, donc le tiré du 8, et je l'appelle par exemple ZML, pour zone multiligne. Donc je vois où est-ce qu'il va me le mettre, je fais suivant. Je n'ai pas de document à ajouter à mon projet. Je vais utiliser la charte de programmation, c'est-à-dire que mes champs seront préfixés, mes fenêtres préfixées, et mes codes, mes variables préfixées. Donc, Windev leur rajoute des lettres ou plusieurs lettres devant. Suivant, je choisis un style. Je vais prendre par exemple aujourd'hui ce style manuel Design Red, ici, et vous choisissez le style que vous voulez. Oui, mon application ne va parler que français, par exemple ici. Regardez une application, une vidéo que j'ai faite sur le multilingue. Votre application peut parler plusieurs langues. Je ne vais pas utiliser de base de données aujourd'hui, pour l'instant, pardon. Tout à l'heure, je l'utiliserai, mais pour l'instant, je lui dis non, pour qu'il ne me propose pas de créer un fichier. Pour l'instant, je n'utilise pas de base de données. Suivant. Il me dit c'est terminé. Il va, comme d'habitude, me proposer de dire qu'est-ce que je veux créer en début. Je prends par défaut une fenêtre et je prends par défaut une fenêtre simple. Windev me propose si je veux des fenêtres pré-remplies. Je lui dis non, je prends une fenêtre vierge. Et je fais OK. Ça y est, on est parti.
Est-ce que je donne un titre à ma fenêtre? Oui, je vais l'appeler ici, par exemple, zone multiline, parce que c'est pédagogique, hein, vous l'appellerez d'un nom en rapport avec votre application. Si le titre qui s'affiche là-haut, au-dessus de la fenêtre, et on a vu dans une vidéo qu'on peut le modifier par programmation. La fenêtre, je l'appelle fen_1. Voilà, je teste ma fenêtre toute vierge, donc toute vide comme ça. Je clique en haut à gauche sur le Go qui est à gauche et pas celui de droite. Voilà, on voit qu'on n'a rien. Alors, je vais me débarrasser des slides derrière. Donc, je ferme d'abord le chapitre 3. Je me débarrasse des slides ici, qu'on ne les voit plus. Voilà. Maintenant, je vais donc faire la première façon. Je veux faire un menu avec 3 options. Et je vais choisir comme possibilité de le faire avec zone multiligne. Quelqu'un pourra me dire, mais je peux faire un menu, les fameux menus qu'on appelle menu hamburger. C'est les 3 traits qu'on trouve en haut ou à droite de l'application, de la fenêtre, selon est-ce qu'on est en Android ou iOS. Ça aussi, oui, c'est des menus qu'on peut gérer aussi. Là, moi, je vous montre un autre choix. Donc, c'est des zones multilignes. Alors, je vais aller dans l'onglet création. J'y suis déjà. Et je vais prendre ici zone multiligne. Je la pose. Une fois qu'elle est posée, je double-clique dessus pour aller changer ses propriétés. Je lui donne un nom, je l'appelle, alors elle s'appelle ZM underscore, c'est ça qu'on appelle donc le chart de programmation, c'est le préfixe, je laisse ZM, et moi je rajoute par exemple menu. Alors Windev, il me propose, il dit, je vous propose de mettre une ligne dedans, il l'appelle ligne vierge, mais moi je peux lui dire non, proposez-moi d'autres styles. Donc je clique en bas à droite sur modifier le type de ligne. Et là, Windev me dit, je vous propose une ligne qui sera avec un libellé, mais c'est à moi, le développeur, de changer le libellé, et ce qu'on appelle ici une petite puce. Donc c'est un petit bouton avec une flèche vers droite. Et vous voyez, je peux avoir un libellé en haut, un sous-libellé en bas, et je peux avoir une image, un texte, petite, donc ici ce qu'ils appellent le picto, c'est l'image à gauche, et je peux avoir donc la coche, etc. Vous voyez. Et tout à l'heure, je vous montrerai, je peux même lui dire, je peux avoir une ligne personnalisée, je la modifie un peu. Alors, je dis une chose aussi avant qu'on aille plus loin. Les zones multilignes, c'est un intermédiaire avec ces choix-là. Donc, je gagne du temps en tant que codeur pour faire ça très rapidement. Mais si je veux les faire quelque chose encore beaucoup plus sophistiqué avec plusieurs champs que je mets à ma façon dans la ligne, etc., là, il faudrait faire les zones répétées. Ça va être la vidéo 10 petites dés que je vais faire juste après celle-là. Alors, je fais terminer ici. Alors, vous voyez, là, pardon, je me suis trompé. Je reviens dans modifier. Ce que je veux prendre ici, c'est par exemple ça, ligne simple avec picto et puce, pour que ça soit un peu plus joli. Je fais terminer et je ne crée qu'une seule ligne ici et je laisse ça comme ça. Je fais OK, appliquer OK. Regardez ce que ça donne. J'essaye de tester. Et ben par défaut, j'aurai une seule ligne. Il y a le fameux ici, donc la puce ici à droite. Je clique, ça fait rien. J'ai le libellé, c'est le texte libellé, et l'image, j'ai rien. Alors moi, ce que je veux vous proposer, c'est de faire 3 lignes. Donc je redouble-clique. Attention, maintenant, une fois que vous avez la zone répétée avec une ligne, quand vous voulez retourner dans le propriété de la ligne, essayez de ne pas cliquer sur le libellé ou sur le picto, ou sur le picto ou sur la puce. Essayez de sélectionner toute la zone avant de double-cliquer. Et là, je vais lui dire que je rajoute une deuxième ligne. Voilà. Là aussi, elle est de ce style-là, image à gauche, image à droite, on va dire. Je vais rajouter une troisième ligne. Je clique sur nouvelle ligne en bas. Pareil, tac et tac. Voilà, vous voyez, j'ai tac. Alors la première, elle est là, la deuxième, elle est là. Je fais appliquer. Alors la première, c'est pas la bonne, je vais la supprimer. Je clique sur supprimer. Et non, ben, je fais CTRL Z. Je le laisse comme ça. Tac. Et je recommence. Donc j'ai 3 lignes comme ça. Appliquer OK. Je teste. Donc je vois bien que j'ai 3 lignes et pas plus. C'est ce qu'on appelle donc une zone multiligne statique. Parce qu'en tant que codeur, vous ne faites pas plus que 3. Ça ne bougera pas. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais faire attention pour sélectionner ma ZML. Je lui dis, je double-clique pour aller la modifier. Je vais aller dans Style.
Dans style, je lui dis que dans le style, l'onglet style à gauche ici et dans libellé, il me dit qu'il n'y aura pas de libellé. Je lui dis si, je vais prendre un libellé qui va être au-dessus, au-dessus de ma zone ML. Donc je vais avoir, vous voyez ici le libellé zone ML, je vais le modifier tout de suite après. Donc je vais aller voir ici dans détail. Et dans détail, je vais l'appeler par exemple réglage. Imaginez qu'on fait une application, vous faites une application et vous laissez l'utilisateur choisir la langue de l'application dynamiquement. Par exemple, il peut choisir est-ce qu'il peut recevoir des notifications de votre application ou pas. Et par exemple, on dit qu'il peut modifier, parce que votre application est payante, il peut modifier le mode de paiement. Il peut payer par espèce, il peut payer par carte bleue, etc. Donc, on va faire un menu comme ça. Donc, je donne à ma zone multiline un titre. Je vais maintenant retourner dans style. Je veux qu'il y ait un, un séparateur entre les lignes. Je vais donc choisir dans style l'élément ici, cadre intérieur, cadre interne. Je lui dis dans séparateur, je veux que le séparateur soit noir. Regardez, ça commence déjà à être plus joli. Et je peux même lui dire que je veux que la couleur du fond soit un gris foncé. Alors ça, c'est la couleur du fond. C'est la zone multiligne. Vous voyez à gauche ici, j'ai entouré un petit peu comme ça. Je ne vais pas faire plus parce que vous saurez trouver dans les styles. Je peux donner le fond gris, etc., etc. Maintenant, regardez voir. Je suis obligé de donc travailler sur chaque élément de chaque ligne. Je prends cette zone-là et je vais l'appeler donc image, je laisse IMG, je vais l'appeler IMG langue, comme la langue parlée. Et je vais aller lui mettre une image. Donc ici, on est dans général et dans image. Je clique sur les trois petits points. Soit j'ai une image sur mon poste de développeur, soit j'ai déjà des images dans le projet parce que j'ai déjà utilisé une fois, je peux la reprendre une deuxième fois. Soit je vais dans le catalogue de WinDev qui me donne déjà des petites icônes. Là, comme il s'agit de langue, je vais taper langue. Donc là, c'est le catalogue d'images que WinDev me propose. Je tape un mot-clé, je fais Enter. Et je vais par exemple choisir cette icône-là au hasard en disant ça illustre choisir une langue parlée dans le monde. Je fais OK. Il me donne l'image comme ça, il me donne sa taille. Moi, je sais que pour mes petites icônes ici, je veux que ça soit juste des images de 32. Donc, je change le 512 par 32. Il va me dire qu'il va copier dans mon projet l'image avec le nom langue et moi, je rajoute 32. Parce que si je suis amené à faire des images qui est la même image mais avec des dimensions différentes, c'est bien que je leur donne quelque chose comme 32 qui rappelle que ce sont des images de 32 fois 32. Je fais OK. Je fais appliquer, je fais OK. Vous voyez, là, j'ai changé l'image ici. Ici, le libellé, je vais l'appeler lib langue. Et je vais marquer donc ça, c'est le nom informatique. Et là, ici, je vais mettre, par exemple, langue appli. Langue appli. Ou je mets application si je veux, si j'ai de la place. À vous de voir par la suite. Application, OK. Ici, le bouton, je vais rien faire de spécial dedans. Je vais simplement faire un petit code pour dire qu'ils ont cliqué sur le bouton pour les langues. Je clique droit, je sélectionne d'abord cette petite puce là. Je fais clic droit, je choisis le code. Alors, il s'appelle puce 1, j'aurais pu la changer, donc on va faire les choses professionnellement. Je vais aller chercher la propriété de cette image, je l'appelle donc IMG langue. IMG, donc je l'appelle ici puce langue, pour ne pas la confondre avec l'image à gauche. Je vais faire clic droit et je vais lui mettre un code. Nous, on imagine qu'on va afficher une autre fenêtre pour que l'utilisateur, il dit, je veux que l'application parle français, parle allemand, parle arabe, parle sénégalais, etc. Donc ici, nous, on lui dit simplement, on veut savoir que ça passe par là. Je vais dire ici, clic langue, jusqu'on regarde si ça marche. Je fais CTRL S, je sauvegarde, je reviens dans ma deuxième fenêtre. Choisis pour la deuxième image. Ici, on va supposer que l'utilisateur il peut décider est-ce qu'il fait des notifications ou pas. L'image, je l'appelle IMG notif.
Je mets dans libellé ici notification. Non, ça c'est une image, pardon. Je ne fais rien. Je vais chercher l'image, une image dans le catalogue de WinDev. Je tape par exemple notification. Notification. Je fais Enter pour qu'il me recherche. Je prends une icône par exemple comme ceci. Je fais OK. De nouveau, je lui dis que je veux qu'elle fasse 32 x 32 et je l'appelle Notif 32 en bas. Je fais OK. Je fais appliquer. OK. Vous voyez, j'ai une petite image différente. Je prends le libellé ici. Je l'appelle lib notif pour notification. Je mets ici notification, c'est-à-dire que l'utilisateur il pourra appuyer là-dessus pour dire je vais aller dire je veux recevoir de votre application les notifications ou pas. Je fais OK, appliquer, vous voyez. Et là, le petit bouton là, donc je vais double-clic pour voir son nom. Donc il s'appelle IMG plus 2. Moi je l'appelle IMG plus notif. On va voir une petite nouveauté les amis, c'est que avec les propriétés que j'ai envie d'aller voir le code, c'est pas la peine que je ferme cette fenêtre et après je lui dis clic droit code. Dès que j'ai fini avec les propriétés, je fais appliquer et j'ai l'intention d'aller voir le code. Dans cette fenêtre là, vous regardez tout en bas à gauche, j'ai une icône qui s'appelle éditer le code. Et là, je vais faire de nouveau info et pour savoir est-ce que ça a marché, je l'appelle clic notif. Là, vous imaginez qu'il y aura un code qui va nous amener vers un réglage où on mettra une petite bascule on-off pour dire oui, il veut une notification ou pas. Donc ça, c'est juste pour savoir si ça marche. Je vais maintenant sur la troisième et dernière ligne. L'image, je vais l'appeler paiement, img underscore paiement. OK. Je fais catalogue, donc pour l'image catalogue, je vais par ici paiement, je fais enter, je vais choisir, pardon, espèce de petite carte bleue. Imaginez que je prenne quelque chose comme Visa, je fais OK. De la même façon, je vais lui dire 32, je l'appelle paiement 32, je fais OK, appliquer, voilà. Je vais ici, je vais marquer lib paiement. Ici, je vais marquer mot de paiement. Appliquer OK. La petite puce à droite, je double-clique, je modifie son nom IMG puce paiement. Et je fais appliquer et je vais dans son code et je fais info, clic, paiement. Voilà. Je sauvegarde, je reviens ici. Apparemment, j'ai mes 3 étapes. J'ai oublié ici ces réglages, là-haut. Alors, je vais le laisser comme ça. Au niveau style, je vous fais confiance, vous ferez les styles beaucoup plus sophistiqués que ça. Donc, je clique sur le Go à gauche pour tester ma fenêtre. Voilà, regardez ce qu'on appelle un petit peu le style iOS. C'est des menus comme ça. Bien sûr, au niveau style, vous pouvez améliorer beaucoup. J'assiste sur mes premières vidéos beaucoup plus sur comment faire et quel est le code qu'il faut mettre que sur avoir le style. On en parlera quand on fera les applications entières avec moi. Je ferme le test. Je vais maintenant essayer de dire, mais comment je sais qu'ils ont appuyé là ou là ou là. À ce moment-là, donc je vais aller voir, vous montrer un peu de code. Je vais d'abord dire, tiens, je veux récupérer la ligne sur laquelle ils ont cliqué. Là, la première, ça sera ligne 1, la deuxième, ligne 2, ligne 3. Et imaginez que c'est avec ça que je sais que 1, ça sera parce qu'ils veulent changer l'application, 2, les notifs, et ainsi de suite. Alors, je fais attention, j'essaie de sélectionner par les côtés la zone ML et pas les différents champs à l'intérieur. Et une fois que je vois qu'elle est sélectionnée, je double-clique. Pardon, je double-clique pas, je fais clic droit. Je vais chercher, je vérifie que le menu contextuel concerne ZM menu. Je cherche code. Et là, on va ici
Et donc ici, clic, on va dire ici, choix d'une ligne. Ouais, on fait des commentaires, il faut en faire tout le temps. ZML, de la zone multiligne. Moi, qu'est-ce que je fais? Je lui dis simplement, c'est laquelle qu'on a choisi. Regardez Windev, il est très simple. Vous donnez juste le nom de votre ZML, donc de votre zone multiligne. Nous on l'a appelé ZM under menu. Je lui demande pas de récupérer d'indice ni rien, juste ça, et vous allez voir ce que ça donne. Donc je sauvegarde, je teste la fenêtre, j'appuie sur une ligne, dit vous avez choisi la ligne 1. Je vais appuyer sur la ligne notification, ligne 2, et ainsi de suite. Donc première possibilité, ils appuient sur une ligne, moi je récupère l'info sans aucun problème. Maintenant vous imaginez que vous faites un traitement là-dessus. Un traitement, ça peut être quoi? Ça peut être aussi, donc je mets ça en commentaire. Je vous montre une autre façon qui peut être faite si je fais selon ZM menu. Et on vient de voir que ZM menu renvoie 1 ou 2 ou 3 selon. Alors ici, je vais marquer changer langue. Là, je sais que on l'a déjà fait une fois, je rappelle, cette fonction, cette structure de code qui s'appelle selon fin. Et on met K quelque chose, K quelque chose. C'est une façon de faire qui est très intéressante à la place de faire des if, des si. Lorsque je sais que la variable que je mets ici ou le champ que je mets ici renvoie à un nombre de valeurs finies, ici dans notre exemple, ça peut renvoyer que 1 ou 2 ou 3. Donc ce n'est pas un choix infini. À ce moment-là, le selon est très intéressant. Je lui dis, selon ce que vous m'avez renvoyé quand ils cliquent, quand ils appuient sur la zone même, 1, vous faites quelque chose ici. Et après, je vais faire K2, K3. Et n'oubliez pas de faire des commentaires, les amis, parce que c'est très intéressant pour vous quand vous revenez. Ici, choix, ici, activer notif ou pas. Toujours, on prend un peu le temps, mais j'essaye de vous donner pas simplement du code, mais les bonnes habitudes. Et ici, on a dit que c'était changer mode emploi. Et qu'est-ce qu'on va faire juste pour illustrer que ça marche? Je vais copier le info qui est là. Et ici, simplement, savoir est-ce que ça marche, je vais marquer ici choix. Et on va marquer ici langue. Ils veulent modifier la langue. Je vais copier ça et je vais le mettre dans le cas où ils cliquent sur ils choisissent la deuxième ligne. Je lui dis ici, ils veulent activer ou désactiver les notifs. Et ici, je vais marquer paiement, mode paiement. Ils veulent modifier la façon de payer dans votre application des abonnements ou des achats d'applications. Testons ça. Je clique sur le Go en haut à gauche. Choisis une ligne. Choix langue. Je clique sur notification. Choix notif. Je clique sur mode en paiement. Choix mode paiement. Résumons-nous. Si vous faites une zone multiligne avec un nombre de lignes fixe, ça peut faire comme une combo ouverte ou comme un menu façon iOS. On dit qu'il est un peu sophistiqué, mignon, et je vous laisse faire travailler un peu plus sur le style. C'est très, très intéressant. Mais il peut arriver maintenant, on va faire la deuxième solution, il peut arriver que vous ayez envie de faire un nombre de lignes qui est variable parce que ça dépend de ce que vous avez dans la base de données. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va arrêter ça. Je vais revenir dans la fenêtre et je vais virer, je vais supprimer cette zone ML, dire je la supprime. Alors avant de la supprimer, j'ai oublié de montrer quelque chose, je vais double-cliquer, rentrer dedans. Quand vous êtes dans la fenêtre multiligne, ici, donc je vais me mettre dans Général, regardez cette zone multiligne statique, on a ici, là où je tourne ma souris, on a ici une coche, enfin un texte qui dit définir comme étant la ligne répétée du champ, elle n'est pas cochée. Le fait que cette phrase définir comme étant ligne de répétition n'est pas cochée, ça veut dire que le nombre de lignes est fixe. Vous avez défini 3, c'est 3, et donc c'est statique. Maintenant, la deuxième zone ML qu'on va faire, elle aura ici une coche pour dire que c'est dynamique, c'est-à-dire le nombre de lignes d'une exécution à l'autre peut changer. Donc maintenant, je peux me supprimer. Je vais prendre de nouveau une zone
multiligne. Mais qu'est-ce que je veux mettre dedans? Avant de le faire, moi j'ai envie de mettre dedans des personnes. Et les personnes qui vont remplir ma zone email, vous imaginez ce que vous voyez sur WhatsApp. On va faire un peu l'équivalent de WhatsApp. Ça peut être vos contacts. Et vos contacts, ils sont où? Ben, ils sont stockés dans un fichier de base de données. Ils s'affichent à chaque fois que vous lancez WhatsApp. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avant de faire une ZML ici? On va d'abord créer une base de données. On va créer un fichier dedans et on va l'appeler membre, comme si votre application, vous avez des gens qui viennent s'abonner dans votre appli, qui l'achètent ou qui s'abonnent, et vous voulez à chaque fois les lister, les voir. Ou ça peut être un jeu vidéo dans lequel on voit les gens qui sont en train de jouer. Alors, je vais me mettre, rappelez-vous, sur l'explorateur de fichiers en haut à gauche. Ici, là, il y a des onglets. Là, je mets sur l'onglet où, normalement, je dois avoir le schéma de ma base de données. Comme au début du projet, je lui dis que je ne veux pas de base de données, donc j'ai rien, mais il me donne un lien où je clique sur « Je veux créer une analyse ». Je rappelle une analyse, ça veut dire une description de base de données. Je vais appeler cette analyse, ce n'est pas la base, c'est la base de données à futur, je l'appelle BD, par exemple, ici, Gaming. Imaginez que c'est pour jouer à plusieurs. Je l'appelle BD Gaming, donc je fais suivant. Il me dit que la base de données va être soit chez, on rappelle ce qu'on a mis dans une des premières vidéos, comment créer une base de données. Il me propose où ma base de données va être stockée. HFSQL Drive chez l'éditeur PCSoft, celui qui vend Windev. Donc HFSQL Drive, c'est pour stocker que les bases de données. Donc à distance. Il faut prendre un abonnement et vous pouvez créer une base de données à distance très facilement. Regardez une de mes vidéos, les premières, qui vous montre comment faire. Si vous choisissez PCS Cloud, ça veut dire que vous avez un abonnement toujours chez PCSoft, mais un abonnement de type PCS Cloud. Et là, votre base de données, elle peut être stockée ici comme HFSQL Drive, mais avec un abonnement PCS Cloud, vous pouvez aussi héberger vos sites créés avec WebDev. Vous pouvez aussi créer des web services, les mettre au même hébergement, etc. Donc là, c'est multiservice. Là, ça concerne que les bases de données. HFSQL client-serveur, c'est vous qui gérez un ordinateur, un serveur, et vous le configurez pour qu'il travaille sur un moteur HFSQL. Donc ça suppose que vous avez des compétences et vous avez de l'argent à dépenser. Ici, nous, pour la démonstration, on va faire juste un fichier qui serait un fichier base de données local. Ça veut dire que si votre application est téléchargée par 5000 personnes, ben, il y aura 5000 bases de données séparées. Mais nous, pédagogiquement, ça nous suffit pour la démonstration. Donc, je fais suivant. Windev me dit OK, il me donne cette page vide, je clique droit pour lui dire maintenant je crée un fichier de base de données, c'est-à-dire une table. Oui, je crée, l'assistant se lance, je crée une nouvelle description. Alors, je l'appelle comment? Je l'appelle membre au pluriel. Ça, c'est le nom qui sera du fichier de la table SQL qui sera sur le disque dur ou sur le cloud. Ici, le libellé, c'est ce qui s'affichera dans le schéma derrière ici quand on l'aura créé. Et là, au singulier, il me dit chaque ligne de fichier, c'est quoi? Je lui dis au singulier, ce sera un membre. Je vais décider dans cet exemple-là de laisser Windev me faire un numéro automatique. Je vais créer des membres et ils vont avoir un numéro automatique, 1, 2, 3, 4, etc. Je pourrais avoir des identifiants beaucoup plus compliqués, 128 bits, 256, c'est pour les grosses bases de données, et sont beaucoup plus complexes à deviner. Je fais suivant, donc j'ai laissé identifiant automatique. Il me demande de nouveau, vous êtes sûr de faire un fichier local, ok, suivant. Et là, je vais décrire mes membres. Alors simplement, vous voyez, il m'a créé déjà une colonne avec identifiant, et la petite clé, elle dit que c'est une clé unique. Chaque membre aura un numéro différent. Moi, je vais rajouter ici, je vais rajouter les rubriques, c'est-à-dire les colonnes. Moi, j'ai l'habitude d'appeler mes colonnes avec les 3 premières lettres du fichier. Pourquoi? Parce que si j'ai une base de données avec des dizaines de fichiers, et puis après, je regarde toutes les colonnes, parce que j'ai le droit d'avoir un dictionnaire de données, je vois le nom de la rubrique, je sais dans quel fichier elle est. Donc là, j'appelle même underscore nom, N-O-M, c'est-à-dire que je vais stocker le nom de la personne. Et ici, je mets nom, membre. Il faut vraiment que vous perdiez un peu de temps pour dire, il faut faire les choses correctement. Windev permet d'avoir à la fin de votre application un dictionnaire
qui permet de voir tous les champs de votre base de données. Donc là, je lui dis que le nom du membre, alors je rajoute ici un M que j'ai oublié. Voilà. Et je lui dis qu'un nom avec 30 caractères au maximum, ça me suffit. Et je veux que le nom du membre soit quelque chose qui permet de trier le fichier. Donc je sélectionne la ligne et à droite, je clique clé avec doublon. Je ne peux pas mettre clé unique. Deux personnes peuvent porter le même nom. Je vais lui dire que je veux créer un prénom. Donc je mets même underscore prénom. Ici en français, je lui dis c'est le prénom du membre. Ok. Texte, je lui dis pour un prénom, je vais prendre que 30. Et je ne vais pas lui dire que je veux une clé. Je décide de mon application qu'on ne triera pas sur le prénom. Par contre, ce que je veux, c'est une photo. Donc, je vais lui dire même underscore et je vais choisir ici photo. Donc, même comme les 3 lettres de membre. Ici, je vais lui dire en français photo espace membre. Vous allez voir, pour ceux qui l'ont jamais fait, on peut stocker dans les bases de données de WinDev des photos. Alors, il faut changer le type. Dans le type, je choisis son image binaire. Et là, la longueur, je ne la donne pas, c'est WinDev qui s'en occupe. Alors, je vais rajouter une dernière rubrique, je veux qu'il y ait l'adresse email. Même email, underscore email. Je lui dis ici email du membre, espace membre. Et la longueur, je vais aller jusqu'à 250 en disant qu'il peut y avoir des adresses email très longues. Je veux aussi que ça soit une clé avec doublon, une clé unique, parce que je ne vais pas accepter dans mon application que 2 membres aient la même adresse email. Je choisis une clé unique. Donc, je fais une petite remarque en passant. J'ai le droit d'avoir plusieurs clés uniques. Ici, ID membre et ici, email. Alors, pourquoi je fais ça? Je vais vous dire une petite information et on l'utilisera plus tard. Imaginez que après, j'ajouterai un deuxième fichier et j'aurai par exemple les achats d'un membre donné. Si le membre il a un numéro 1 et qu'il a une adresse email très longue, le fichier achat, il faut que je fasse la relation qui a acheté et quoi. Dans le fichier achat, je mettrai plutôt le numéro du membre parce que ça prendra que 8 octets. Et donc, chaque fois qu'il achète, je dirais que c'est le membre numéro 1 qui a acheté. Mais je peux aussi dire dans le fichier achat l'adresse email. Sauf que l'adresse email, elle peut prendre beaucoup plus d'octets. Donc, c'est une astuce pour gagner de la place sur des grosses bases de données. Voilà, j'ai fini. Je fais en bas. OK. Maintenant, on se rappelle que lorsque vous créez une base de données dans WinDev, 3 étapes. Vous créez la base, vous décrivez le fichier. Deuxième étape, vous êtes toujours dans l'onglet analyse. Vous venez ici dans la combo qui s'appelle génération. Vous cliquez sur génération. Il ne se passe rien. Ça veut dire que tout se passe bien. Sinon, vous aurez une erreur. Là, cette deuxième étape, génération, on vérifie juste que ce que vous avez créé, il n'y a pas d'erreur. Et si vous avez modifié un fichier, il va essayer de modifier la description d'avant. Et troisième étape, ça ne crée pas le fichier sur le disque ou sur le cloud. Il faut rajouter une instruction dans l'application. Donc, je vais retourner la fenêtre. Là, c'est l'analyse. Là, à côté, il y a un P. C'est le projet. Je fais clic droit et je vais chercher code de l'élément. Donc, on cherche l'élément, le code du projet. Ici, j'ai plusieurs sections de projet qui portent le nom que j'ai donné à mon projet, WM10C, et je suis dans la section initialisation. Pourquoi? Parce que le code que je mets ici, donc c'est un code qui s'exécute à chaque fois qu'on lance l'appli. Au lancement de l'appli. Alors pourquoi moi je veux mettre du code ici? C'est parce que quand je crée un fichier, soit au début, soit dans les mises à jour de mon appli, chaque fois le fichier, il faut que, et s'il n'existe pas, je veux que l'application, je veux que WinDev le crée vide. Donc ici, on va marquer ici, créer les fichiers qui n'existent pas encore. Parce qu'ils sont tout nouveaux et ils vont être créés, donc, vides. Alors, comment on fait ça? On l'a vu une fois, je le répète ici. On cherche les instructions qui commencent par H parce que c'est le système Hyperfile. Et on commence à taper création. Et on a une fonction qui s'appelle création, c'est inexistant.
Et parmi les propositions il fait ici, propositions qu'il me fait, je prends tous les fichiers. Tac, je reviens là, je rajoute une parenthèse fermante. Je m'occupe pas des mots de passe ni rien. Je traduis en français. Si vous créez des fichiers au fur et à mesure, pour l'instant, on a un seul. On crée plusieurs fichiers par la suite. On développe au fur et à mesure. 2 fichiers, 3 fichiers, etc. À chaque fois, il faut générer. Et ici, à chaque fois que vous lancez l'appli, il va regarder parmi les nouveaux fichiers que vous avez rajoutés. S'il y en a un qui manque, les autres qui sont déjà remplis et créés, il ne les touche pas. S'il y en a un qui manque, il va le créer vide. Donc nous, on n'a qu'un seul. On va tester le projet une première fois pour qu'il passe par cette section et qu'il me crée mon projet. Alors attention, je ne vais pas faire Go à haut à gauche, je ne peux pas le faire. Donc je vais dérouler le Go à droite et je choisis débugger sur le simulateur. Il me dit quelle est votre première fenêtre, j'en ai qu'une seule, je la choisis, ok. Il m'affiche ma fenêtre vide et je ferme tout de suite. Donc j'ai rien à tester, c'est simplement, il est passé par là, il a fait ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir ce fichier qui s'appelle mon, grâce à l'outil ici, WDMap, donc dans l'onglet de et je l'ai ici, vous le voyez, donc j'ai la fenêtre de cet outil WMap qu'on appelle en français visionneuse, et je vais remplir à la main 4 membres. Vous allez les faire avec moi. Je vous propose de faire une pause sur la vidéo et vous préparez des noms, des prénoms, des adresses email. Et vous préparez aussi 4 petites photos. Moi, je les ai déjà préparées. Donc, je ne m'occupe pas à remplir ID membres parce que ça, c'est WinDev qui va remplir automatiquement. Moi, je me concentre sur le nom, le prénom, etc. Alors, je vais mettre ici, par exemple, comme prénom, je vais marquer Rivière. Le nom de famille en majuscule, Rivière. En prénom, je vais mettre par exemple Julie. En photo, alors la photo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre dans la cellule photo et double-cliquer. On double-clique, une fenêtre pour aller chercher les photos, ils appellent ça dans Windows Memo, s'affiche, je choisis importer. Et donc là, vous supposez que vous avez été chercher vos photos quelque part. Moi, je vais prendre une photo ici, je fais ouvrir. Et quand je reviens dans modification de mémo, je demande à ce qu'elle soit homotitique centrée pour qu'elle soit bien nette et réduite dans mon fichier. Je fais OK. Windows me dit, voulez-vous vraiment rajouter ça au fichier? Je dis oui. Il me reste l'adresse email. Alors pour simplifier, on va donner juste le prénom. Comme la fille s'appelle Julie, je vais l'appeler julie@gmail.com. OK. Je descends en bas et regardez Windows, il a déjà créé le numéro 1 pour ma ligne. Alors, je vais faire une deuxième membre. Je me mets en dessous sous le nom, sous Rivière. Je dis que le deuxième, je l'appelle Lefort, par exemple. L-O-F-O-R-E. Je dis que je l'appelle ici Anna. De la même façon, je vais double-cliquer sur le champ photo, importer. Je vais choisir une autre photo, par exemple ça, ici, homotitique centré, OK, oui. Je vais mettre en deuxième, il m'a mis 3. Je vais prendre maintenant des garçons, c'est Borel, par exemple. Je vais mettre Kevin. Je vais double-cliquer sur la photo. Je vais choisir une photo de garçon, donc j'ai préparé des photos au hasard. Je vais prendre Kevin ici. Homotitique centré, OK. OK. Alors, j'ai oublié là où tout à l'heure, là, je remonte sur Anna. Je vais marquer anna@gmail.com. Donc, ce sont des emails que j'ai inventés. Ici, je vais marquer kevin@gmail. Alors, il se peut que je fasse des erreurs d'orthographe. Ce n'est pas si grave. Ce qui compte, c'est la façon de savoir faire la zone. Quatrième membre, je l'appelle Garcia. Ici. Prénom Antonio, par exemple. Je double-clique sur la photo, importer. Je vais choisir, par exemple, Garcia ici, Antonio. Lac, oui. Je vais lui donner comme adresse email Antonio.
gmail.com. Voilà, donc j'ai 4 lignes. Et pour vérifier que j'ai pas fait de ligne blanche, en haut à droite, j'ai 4 en règle. C'est bon, je laisse cette fenêtre ouverte. Je reviens là. Et maintenant, je reviens dans ma fenêtre. Je veux faire une zone multiligne qui sera remplie par le fichier que je viens de créer. Ce fichier contient 4 enregistrements, 4 lignes. Mais si demain, il contiendra 10 000, je veux que ma zone, elle fait 10 000 lignes. Donc, on va dire qu'elle va être dynamique. Je retourne dans l'onglet création. Je choisis zone multiligne, je clique et je pose. Je double-clique pour aller voir les propriétés. Je l'appelle ZM underscore membre. Voilà. Et vous voyez la différence maintenant, il me pose une ligne. Je vais cocher ici à droite, définir comme étant la ligne répétée du champ. Donc, j'ai pas besoin d'ajouter d'autres lignes. La seule ligne là, moi, par programmation, je lui dis 1, 2, 3, etc. Mais par contre, je décide qu'est-ce que je mets dans ma ligne. Cette ligne type. Je clique ici, en bas à droite, si on modifie le type de ligne. Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux, par exemple, avoir quelque chose de personnalisé. Je veux avoir le nom et le prénom en haut. En bas, en sous-libellé, donc on va dire qu'en haut, c'est le libellé. En dessous, un sous-libellé qui serait l'email. Mais je veux une photo à gauche et je veux une petite puce à droite. Je vois que je ne les ai pas ici. Donc, soit je prends des choix comme ça, soit je vais tout en bas et j'ai un choix qui est ligne personnalisée. Donc, je clique sur ligne personnalisée. Je fais suivant. Là, je lui dis que je veux avec vignette. Vous voyez, un assistant va me permettre de choisir ce que je veux mettre. Ça commence à regarder un petit peu à WhatsApp. Vignette. Je lui dis, est-ce que je veux avoir ici le libellé, je l'ai, c'est le prénom, le nom. Je lui dis, je veux avoir un sous-libellé. Donc, c'est là où je mettrai mon adresse email. Et ici, qu'est-ce que je veux comme petit picto à droite, une flèche comme ça, ou une flèche bleue, ou rien du tout. Donc, nous, on va par exemple faire une petite flèche comme ça, mais on ne le touchera pas à ça. Voilà, donc je personnalise ma ligne zone multiligne, donc ma ligne de la zone. Je fais terminer. C'est tout. J'ai bien nommé ma zone multiligne. J'ai modifié le style ici. Je vais simplement dans le style lui dire que je veux faire séparateur entre les lignes. Je vais donc dans style. Je vais ici l'élément voir cadre interne et je lui dis ici je veux un séparateur en couleur noire. Je fais ça et je fais ça. Voilà. Alors si je teste cette zone multiligne dynamique comme ça sans rien faire en programmation, j'aurai une zone multiligne vide. OK. Alors, je pourrais ajouter des choses. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dire qu'à chaque fois que ma fenêtre s'affiche, je veux que ça remplisse la zone multiligne par programmation. Donc, je clique à un endroit qui concerne la fenêtre, clic droit, soit dans l'endroit vide de la fenêtre, soit carrément en dehors de la fenêtre. Et là, je suis dans les différentes sections de code de la fenêtre. On rappelle que lorsque vous avez le code de la fenêtre, ça finit par le nom de la fenêtre, ici les sections, fen1, fen1. Et si vous voulez que ça faire un code qui fait quelque chose sur la fenêtre avant qu'elle s'affiche, donc ici, avant affichage de la fenêtre, remplir la zone multiligne par fichier. OK? Alors, je fais toujours pareil. Donc, on a des fonctions qui sont chez Windev. C'est très sympa parce que les fonctions, pour les apprendre rapidement, elles sont toujours avec les mêmes lettres, préfixées par quelque chose. Là, j'ai 4 fonctions qui permettent de faire quelque chose sur une zone multiligne. Ajouter une ligne, insérer une ligne, supprimer tout. Moi, je lui dis toujours, je veux que si jamais elle contient déjà quelque chose, je supprime tout. J'utilise donc cette fonction ZML et je choisis le seul choix possible. Donc ça, si l'utilisateur actualise la page et qu'elle est déjà remplie, je ne veux pas qu'il la remplisse 2 fois. Je la vide. Maintenant, ici, je crée une ligne vierge, c'est-à-dire vide. C'est comme ça qu'on fait dans Windows.
Alors, je déclare une variable que je vais appeler numLin, parce que WinDev va me dire vous remplissez une ligne en 2 fois. NumLin est un entier. Et vous allez comprendre pourquoi on fait ça. WinDev rajoute un petit NC. Après, je prends ce nom-là. Et donc là, je vais faire un commentaire, pardon. Ajouter une ligne vide. Une ligne ZML vide. Donc, je vais faire faire numLin, le numéro, la variable que je viens de déclarer. Et je fais ZML ajoute ligne, le nom de ma ZML. Qu'est-ce qu'elle fait cette instruction? Elle va rajouter une nouvelle ligne et le numéro de la ligne rajoutée va être rempli automatiquement par WinDev. Et moi, donc ici, je dis, je remplis en deuxième étape, je remplis la ligne ajoutée. Alors, je vais faire de la place pour que vous voyez un petit peu. Je remonte là-haut. La ligne ajoutée. La ligne ZML ajoutée. Comment je fais ça? Je prends le nom de la zone. Je mets entre crochets le numéro de la ligne qui m'a créé. Donc, c'est dans la variable numLin. Je fais copier-coller. Donc, je mets le nom de la zone multiligne. Entre crochets le nom de la ligne concernée, celle que je viens de rajouter. Point. Et je dis, je remplis quoi? Donc, je prends image. Dans image, il y a vignette. Vignette, c'est à gauche. Je lui dis, tu la remplis par quoi? Ben, moi, j'aimerais bien la remplir par le fichier. Or, le fichier, il faut que je le lise. Donc, je l'ai fait exprès d'oublier ça pour vous montrer que il faut prendre de comprendre. Donc là, les deux instructions que je le fais, je peux mettre quelque chose en dur. Moi, je vais faire ça en tournant sur un fichier. Comment je fais ça? Ben, je vais précéder ici mes lignes. Et d'abord les déplacer là. Il faut que je fasse ici parcourir le fichier membre. On le refait parce qu'on l'a fait dans d'autres vidéos. Si vous faites que parcourir le fichier de A à Z, c'est-à-dire totalement, il y a une fonction qui dit pour tout et vous donnez, tant qu'une boucle, vous donnez le nom du fichier, membre. Alors je le vois dans ma sélection là-haut, je le choisis, c'est pas la peine que je tape tout, je fais Enter. Je fais ici Enter, il va me faire à la fin, il l'a pas fait parce que j'ai dû sortir, voilà. Si je dois lire tout le fichier, je fais cette syntaxe et je peux lui dire comment il peut trier sur. Et rappelez-vous que j'ai mis tous ces champs-là en clé. Moi, je veux que ça soit par un ordre alphabétique. Je dis sur ça, ça veut dire qu'il va trier pour moi automatiquement. Et maintenant, je mets tout ça, je le copie et je le mets là. Si par contre, vous deviez choisir des lignes, les membres, certains, pour les mettre dans la zone multiligne, mais pas d'autres, à ce moment-là, il faut faire une requête, et exécuter la requête et remplir par une boucle sur la requête plutôt que ce soit une boucle sur le fichier. Je vous montrerai plus tard comment on utilise les requêtes. Ici, alors, une fois que j'ai rajouté une ligne, j'ai récupéré son numéro, je fais quoi? Je lui dis, tu mets dans la vignette, c'est-à-dire l'image de gauche, le nom du fichier, point même, et moi je vais mettre quoi? Je vais mettre la photo. Aussi simple que ça. Donc je remplis l'image de gauche par la photo, donc la rubrique qui s'appelle même photo de mon banc. Je vais faire un copier-coller et je vais modifier le reste. Alors le reste c'est quoi? C'est libellé ici, lib. Alors je l'ai laissé s'appeler lib1, j'aurais pu l'appeler nom prénom. Et moi je veux mettre quoi? Je veux mettre même ici non. Je vais mettre d'abord le prénom. Et je vais lui dire, tu vas me mettre ça ensemble, le prénom plus espace, plus, on rajoute, membre, point, même, et je vais mettre le nom. Donc ça sera le nom, voilà, le prénom, espace, le nom. Et je vais rajouter en dessous, ce qu'on a j'ai appelé libellé sous libellé. Je vais faire des copier-coller. Je sélectionne CTRL-C, CTRL-V. Je lui dis ici, dans le libellé qui est en dessous, que j'ai laissé s'appeler sous-libellé. J'aurais pu le modifier, je rappelle. Et ici, ce que je veux, c'est mettre l'email. Voilà, donc la photo du membre à gauche, le nom et le prénom sur une même ligne, et en dessous, l'email.
Et à chaque fois qu'il va lire un deuxième, il rajoute une ligne, il remplit. Il rajoute une ligne, il remplit. Faisons le test. Je teste la fenêtre à gauche. Regardez comme c'est joli. Bon, j'ai pas travaillé trop la syntaxe, mais vous avez déjà quelque chose qui ressemble à ce qu'on connaît dans WhatsApp. Imaginez que vous voulez rajouter qu'il a lu le message, est-ce que il est disponible ou pas. À ce moment-là, la zone multiligne va devenir un peu problématique parce qu'on peut pas mettre 3, 4, 5. À ce moment-là, il faudrait utiliser les zones répétées dont je vais vous parler dans la vidéo juste après. D'accord? Qu'est-ce qui nous manque ici avant de se quitter? Bah, comment je sélectionne et comment je récupère ce qu'ils ont, sur qui ils ont cliqué. Et ben, je ferme ça. Et donc, je vais retourner dans le design. Je vais sélectionner, alors attention à ne pas sélectionner les champs eux-mêmes. Je sélectionne délicatement la zone pour qu'elle soit encadrée. Je fais clic droit, code. Et à ce moment-là, ici, si je veux savoir sur quelle ligne ils ont fait quelque chose, je fais info pour savoir si ça marche. Je donne juste comme d'habitude le nom de la zone répétée. Membre, première possibilité. CTRL S. Je fais Go en haut à gauche. Je clique sur Kevin. On me dit c'est la ligne numéro 1. Je clique sur Antonio, la ligne numéro 2. Et ainsi de suite. Mais maintenant, moi, je veux par exemple récupérer quelque part soit le nom, soit le prénom. Comment je fais? Donc, je mets ça en commentaire. Et là, je lui dis info. La zone, donc zone M, membre. Mais je lui dis quelle ligne. Donc, quelle ligne de cette Z membre? Je remets de nouveau Z même membre. Avec crochet. Rappelez-vous, c'est comme ici. Quand je donne que Z membre, ça renvoie 1, 2, 3, 4. Donc là, pardon, là, à l'intérieur du crochet, ça renvoie le numéro de la ligne. Et ce numéro de la ligne, je l'utilise pour lui dire, je vais aller voir le libellé 1 qui va être le nom et le prénom. Ou par exemple, je vais prendre l'email. Je vais lui dire, tiens, je veux avoir le sous-libellé 1. Et donc, cette façon d'écrire ici, c'est lui dire, la ligne qui a été choisie, allez chercher cette ligne de la zone multiligne et choisissez le sous-libellé 1 qui est dans mon exemple, l'email. Je sauvegarde, je teste. C'est Kevin. Je clique sur Antonio, c'est Antonio. Je clique sur Julie, c'est Julie, et ainsi de suite. OK? Une petite astuce avant de se quitter. Rappelez-vous dans notre fichier ici, notre fichier, on a un numéro membre ici, 1, 2, 3, 4. Et ce numéro de membre, je ne veux pas l'afficher à l'utilisateur. Ça n'a pas de sens d'afficher à l'utilisateur Kevin numéro 1, Julie numéro 2. Non, ce qu'on voudrait, c'est le masquer, le cacher, mais par contre, le récupérer par programmation, parce que quand on cliquera, je fais la démo, quand on va cliquer sur Kevin, on voit pas le 1, le 2, le 3. Kevin, dans mon exemple, je le vois à gauche, et ici, j'ai mis côte à côte la visionneuse WDMap et ma démonstration, mon simulateur. Kevin ici, c'est numéro 3. Je ne veux pas afficher à l'utilisateur 3, je veux le cacher et le récupérer. Comment je fais ça? Eh bien, je vais retourner dans le code qui est rempli ici. Tous les libellés ou les boutons, ils ont une propriété qui s'appelle une propriété cachée que je veux profiter à utiliser pour mettre dedans. Donc, je vais retourner ici. Vous voyez ici cette zone. Alors, j'ai dû effacer quelque chose par mégarde. Voilà. Vous voyez ici, libellé 1. Quand je dis libellé 1 simplement, ce que je mets à droite du égal, ça s'affiche. Mais maintenant, je vais prendre la même ligne. Je vais mettre un commentaire déjà. Je stocke le num de l'enregistrement en cachette dans libellé 1. Alors, comment je fais ça? Je lui dis, dans la même ligne qui a été sélectionnée 1, allez voir, il y a une propriété qu'on utilise beaucoup parce qu'elle est cachée, on ne la voit pas, qui s'appelle note. Et je lui dis, tu mets quoi dedans? Tu mets membre, point,
membre, point, et quelle rubrique pardon, lui il s'appelait identifiant automatique, je vais le chercher, pas identifiant automatique, identifiant membre, voilà, il est membre. C'est WinDev qui m'a donné ce nom par défaut. Donc là, Kevin, il aura une zone cachée dans laquelle il y aura le numéro 3. L'utilisateur qui utilise votre application ne le voit pas. Je sauvegarde, donc j'ai rajouté ça lorsque je remplis. Je reviens ici et je lui dis maintenant, je sélectionne de nouveau ZML, je clique droit code, montrez-moi le code de sélection. Là, ils ont sélectionné. Je ne vais plus demander ça. Je vais demander à voir la propriété note. Donc, je ne verrai pas Kevin ou l'adresse email. Je verrai les numéros automatiques cachés. Et imaginez que vous allez les utiliser pour aller chercher toutes les discussions WhatsApp de Kevin ou de Julie. Je teste. Clique sur Kevin. Là, il me l'a pas fait. Donc, j'ai une petite erreur de code. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, ça, c'est bien ici. Erreur. Donc, je retourne dans le remplissage de la fenêtre. Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas avoir les choses? Tac, tac, tac. Je vais ici des membres. Alors, je vais faire quelque chose que vous connaissez pas pour les débutants. Je vais lui demander de me montrer ce qu'il fait avant d'afficher pour que je corrige mon erreur. 3. Libellé 1. Oui. Donc, l'erreur, vous la voyez ici, libellé 1, note, limline, et là, je retourne code. Oui, je lui dis sous libellé. Donc, c'est pour ça que ça marche pas. Donc, moi, j'ai stocké le numéro du membre dans libellé 1 et pas dans sous libellé 1. Alors, je reteste de nouveau. On clique sur Kevin, numéro 3, et regardez mes amis à droite. La ligne 3, c'est bien Kevin. Je fais OK. Je vais choisir Julie ici. Il me dit 1. Je regarde dans mon fichier. Julie Rivière, c'est 1. Et ainsi de suite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, pour montrer que c'est une dynamique, je vais rajouter dans mon fichier un 5e membre. Je vais rajouter, par exemple, ici, dire Durand. Et je vais taper ici Alexis. Je vais prendre une photo donc du 5e membre. Je double-clique sur la photo. Importer. Je vais choisir quelqu'un d'autre. Je vais faire ici. Tac. Voilà. Je vais dire ici alexis@gmail.com. Donc j'ai bien 5 enregistrements ici. Je laisse W allumé, ouvert. Je clique à gauche. Je reviens, je teste. Regardez. On a Alexis qui est venu s'ajouter ici, numéro 5. Donc, c'est en ça que c'est dynamique. Le fichier peut être rempli par une application mobile ou celle-là, ou par un site web, etc. L'utilisateur voit, donc ici, les lignes, les membres nouveaux qui s'affichent automatiquement. Voilà, chers amis, on commence à avoir des affichages un peu plus sympas. Donc, si vous me suivez depuis les premières vidéos, sachez, vous commencez à le sentir, on commence à avoir une interface sympa. Donc, on s'approche petit à petit vers une application complète que nous ferons ensemble et que vous serez vraiment très, très autonome après ça. Je vous laisse liker, s'il vous plaît. Je vous laisse faire des commentaires et je vous souhaite une très bonne soirée. À très, très bientôt. Ciao, ciao.